BFM Business. Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. Jean-Marc Jancovici est donc avec nous. Bonjour Jean-Marc Jancovici et merci beaucoup de venir nous voir. Vous êtes alors pour le coup ingénieur. Votre cabinet, la Carbone 4, oui. Il fait quoi exactement? C'est-à-dire c'est du conseil aux entreprises? Absolument. Il essaye de réfléchir pour un certain nombre d'entreprises sur qu'est-ce que ça veut dire pour elles la transition énergétique. Donc si on décarbone l'économie, où sont les risques et les opportunités? Qu'est-ce qu'on fait en pratique? Est-ce qu'on peut évaluer à l'avance les chances de succès ou d'échec d'une action, etc. Où sont les marchés? Voilà. Ce qui va démarrer là tout à l'heure à l'Elysée. Il y aura d'ailleurs un tapis vert et non pas un tapis rouge dans la cour de l'Elysée. Je vois que ça vous fait sourire. C'est un grand barnum ou c'est l'aboutissement d'un combat alors que vous avez commencé il y a 15 ans par exemple? C'est les deux à la fois. C'est-à-dire que quand le monde politique s'investit sur un sujet, il y a toujours un côté Barnum. Vous êtes bien placé pour savoir que dans ce monde-là, on ne fait jamais rien sans réfléchir un tout petit peu aux caméras de télévision. Par contre, c'est aussi l'aboutissement d'un processus qui a commencé il y a longtemps. Le monde scientifique a commencé à regarder d'à peu près ce qu'il en était il y a maintenant plus d'un demi-siècle. Et en fait, l'effet de serre est quelque chose... Comment ça, plus d'un demi-siècle? Oui. Dans les années 50, oui, absolument. Il y a des alertes sur le réchauffement climatique? Oui, il y a des intuitions déjà à cette époque-là, absolument. Et en fait, l'effet de serre est quelque chose qui est connu du monde scientifique depuis 2 siècles. Ça fait plus d'un siècle qu'on sait que si on double le CO2 dans l'atmosphère, la température planétaire s'élève de 4 degrés. Mais c'est l'emballement de l'effet de serre alors qui finalement nous a pris par surprise d'une certaine manière. Alors ça dépend qui on appelle nous. Nous, le grand public, voilà, alors, on va dire comme ça. Et le grand public, en fait, il a toujours beaucoup de mal à comprendre que 4 degrés, c'est pas une promenade de santé. Parce que 4 degrés, nos sens nous disent que 4 degrés, c'est rien. Enfin, je veux dire, entre ce matin et cet après-midi, la température va bouger de plus de 4 degrés, ou du 4 degrés, puis en plus de 2100, je serai mort, mes enfants seront morts, mes petits-enfants seront peut-être morts. Bon. Et en fait, on a énormément de mal à comprendre que c'est une énorme claque quand on regarde la moyenne, et pas quand on regarde la température qui fait à Paris, etc. Juste pour donner une référence, entre le moment où la Terre est passée de la dernière ère glaciaire, qui a culminé il y a 20 000 ans, et aujourd'hui, la moyenne ne s'est réchauffée que de 5 degrés. Donc 5 degrés, c'est absolument massif au niveau de la moyenne. C'est sans vouloir être... Je n'en reviens pas de ce que vous venez de me dire là, Jean-Marc Jancovici. C'est très peu connu. Alors ça, c'est entre une ère glaciaire et notre période actuelle, il y a 5 degrés d'écart en moyenne. Absolument. Planétaire. Oui, oui. Donc c'est incompréhensible. C'est surtout... et la déglaciation, c'est quelque chose qui a duré 5000 ans. Vous voyez, on réchauffe la Terre de 5 degrés en 5000 ans, le niveau de l'océan monte de 120 mètres, toutes les moyennes latitudes deviennent cultivables alors qu'avant elles ressemblaient au nord de la Sibérie. C'est une transformation, c'est un bouleversement massif. Donc 5 degrés de plus en un siècle, c'est la guerre partout, pour appeler un chat un chat. C'est pas du tout une promenade de santé. Donc lutter contre le réchauffement climatique, c'est pas juste... Parce que bataille de l'eau, parce qu'il y a des terres qui sont aujourd'hui habitées qui deviennent inhabitables, parce que problèmes alimentaires. C'est ce catastrophisme, Jean-Marc Jancovici, qu'on n'arrive pas à accepter. Alors oui, bien sûr, parce qu'il y a des tas de choses qui sont psychologiquement très difficiles à faire passer dans cette histoire. D'abord, il y a l'idée qu'il y a un revers à la médaille dans le progrès. C'est désagréable comme idée. Jusqu'à maintenant, on se dit, bon, on a un supermarché là-dedans, on a tout ce qu'il faut, des vêtements, à manger, des logements, des téléphones, etc. Puis, zut, il y a un revers à la médaille qui s'appelle que si on profite de tout ce truc-là, peut-être que plus tard, on va avoir une gueule de bois qui nous fera pas plaisir du tout. C'est désagréable. Tout à fait. Donc on n'a pas envie d'y croire. Tout à fait. Bon. Et puis, pareil, enfin voilà, donc on a organisé une société d'une certaine manière. Je vous le dis très franchement, ça nous prend à froid. J'adore vous écouter, mais c'est inconcevable. Ça nous prend à froid. Voilà, ça nous prend à froid, c'est le cas de le dire. C'est très désagréable, ça remet plein de trucs en question et ça rebat les cartes à un point qui est très, comment dire, qu'on n'a pas envie d'entendre. Voilà. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, donc, revenons-en à ce Barnum. Les engagements qui ne seront pas pris d'ailleurs, il faut l'unanimité entre je ne sais même plus combien de pays, j'ai oublié, mais enfin bref, c'est plus que l'ONU. Oui, voilà, c'est ça. Donc il n'y aura pas d'engagement, il n'y aura pas 100 milliards d'investissements sur les années qui viennent. Ça dépend ce qu'on appelle un engagement et ça dépend ce qu'on compte. Ce qui est sûr, c'est que la mécanique onusienne elle-même, elle demande l'unanimité. Et elle demande l'unanimité. Je vais essayer de prendre un parallèle qui vaut ce qui vaut. Imaginez 198 copropriétaires, oui, d'assemblée de copropriété, et dans lequel l'un est propriétaire d'un placard à balai et l'autre du triplex au dernier étage, etc. Et chacun dans l'assemblée va voter avec une voix, quelle que soit la surface de son appartement.
Et puis au moment où ils rentrent dans la salle, ils savent qu'il faut faire quelque chose contre un problème, mais ils savent pas exactement comment se décrit le problème. Vous venez de le dire, 4 degrés, j'avais pas idée. Donc en fait, dans le monde politique, c'est pareil. Ils n'ont pas idée de la description scientifique précise du problème. Ils n'ont jamais lu les rapports scientifiques, ils n'ont pas le temps. Donc ils n'ont pas idée du problème à traiter, ils n'ont pas idée de ce que ça va coûter vraiment, et ils doivent ressortir de là en s'étant mis d'accord à l'unanimité sur qui paye quoi, pour un montant qui est mal évalué à l'avance, des travaux qui sont mal évalués à l'avance, et chacun ayant une voix. À votre avis, probabilité de succès, c'est combien? C'est nul. Je veux dire, ça ne peut pas arriver. Donc la mécanique onusienne, elle ne peut pas en elle-même produire quelque chose qui va être du descendant. La mécanique onusienne, c'est remontant, c'est-à-dire que l'accord arrive au moment où il y a un suffisamment grand nombre de pays qui, pour des raisons parfaitement égoïstes, se disent « moi, j'ai intérêt à me bouger ». C'est comme ça que ça va se passer. À commencer par le premier d'entre eux, la Chine. Alors, les deux blocs qui ont l'intérêt égoïste le plus évident à se bouger, c'est l'Europe et la Chine. Je vais commencer par la Chine. La Chine, c'est parce que la pollution des centrales à charbon est en train de devenir intolérable pour les élites urbaines. Et vous savez que quand les élites urbaines sont dérangées par quelque chose, c'est en général un bon moyen pour que le pays se bouge. Cette information, mais vertigineuse au sens propre, on va fermer 150 usines pour assurer un ciel bleu à Disneyland, Absolument. à Shanghai. C'est officiel. Oui, alors la Chine... On en est là aujourd'hui. La Chine fait parfois des choses beaucoup plus courageuses que la France, parce que vous imaginez le ministère de l'Intérieur donnant l'ordre au préfet d'aller fermer les 150 usines les plus polluantes de France. Elle est en pleine crise de surproduction en même temps, hein, donc elle peut fermer ses 150 usines. Nous aussi quelque part. C'est la quête du ciel bleu, mais enfin, oui. Ça donne le vertige. Absolument. Ça donne le vertige. Et puis la Chine, il faut bien voir que c'est une civilisation multimillénaire. Ça a été pendant très longtemps la première puissance économique du monde. Tant qu'il n'y avait pas la révolution industrielle, c'était le premier PIB mondial, parce qu'ils avaient la plus grosse population mondiale. Hein. C'est un peuple qui sait ce que c'est que la contrainte, parce qu'ils ont une histoire longue. Ah oui. C'est un peuple qui sait voir loin. Donc, à mon avis, la Chine, ils sont beaucoup moins désespérants que l'idée qu'on peut en avoir. Et l'Europe alors? Alors l'Europe, c'est une autre raison qui fait qu'elle a intérêt à se bouger tout de suite, c'est tout simplement que l'Europe est, comme toute la zone OCDE, en contrainte sur le pétrole et le gaz dès maintenant. En fait, on n'a pas le temps peut-être d'en discuter aujourd'hui, mais je serais ravi de revenir sur ce plateau pour en parler. La crise dite financière qu'on a connue en 2009, elle a un déterminant énergétique qui a commencé en 2005, qui est que la production mondiale de vrai pétrole s'est arrêtée de croître en 2005. Depuis 2005, ça n'augmente plus. Ça a ralenti le PIB, ça a tamponné la montagne de dettes qu'on avait créée. On va laisser ça de côté. Oui, mais fondamentalement, par exemple, donc ça veut dire que la baisse actuelle des prix du pétrole, pour vous, ne remet absolument rien en cause? Non. L'idée qu'on soit sur les 3 ans qui viennent sur un pétrole à $50 le baril, d'abord, je ne sais pas combien de temps le pétrole va rester à $50 le baril, parce que Pouyanné lui-même dit qu'il ne sait pas ce que sera le prix du pétrole, et il a bien raison de le dire. Oui, absolument. Mais ça ne remet rien en cause. Non, parce qu'il n'y a pas de lien entre le prix et le volume de pétrole. Si vous regardez tout ce que vous avez appris à l'école sur moins il y en a, plus c'est cher, etc., ça ne marche pas pour le pétrole. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous avez raison. Donc, ça m'amène, et tout va vite, hein, Jean-Marc Jancovici, j'en suis désolé, je vous remercie d'accepter ça, les engagements des entreprises. Carrefour hier qui nous dit « Je vais réduire de 40% mes émissions de CO2 à horizon 2020 ». C'est sérieux ou c'est de la cosmétique? C'est les deux à la fois. Ça dépend sur quel périmètre vous regardez. Parce que vous avez les entreprises, quand ils vous disent ça dans les annonces publiques, ils vous disent pas s'ils vont réduire juste les émissions de leurs camionnettes de livraison ou l'ensemble des émissions, y compris les émissions de fabrication de ce qu'ils vendent. Je peux vous dire que 40% sur les émissions de fabrication de ce qu'ils vendent. Ça, c'est pas possible, d'accord. Non, c'est leur processus de vente à eux. Je pense que c'est seulement justement, ça dépend de ce qu'on compte. Bon, or il se trouve que vous pensez que pour une grande surface, avec sa puissance d'achat, pourrait avoir une contrainte? Non. Non, ils vont jamais le faire. Mais ou pas, ils vont jamais le faire volontairement. Plus exactement. Par contre, l'essentiel des émissions quand on va chez Carrefour, c'est pas le magasin lui-même, c'est tout ce qui se passe avant et après. C'est la fabrication des produits, c'est la livraison, c'est éventuellement l'utilisation des produits s'ils nous vendent des produits qui consomment du pétrole ou du gaz. Nos propres déplacements pour y aller. Nos propres déplacements pour y aller, etc. Les émissions du magasin en direct, c'est cacahuètes dans l'histoire. Bon, mais néanmoins, ces cacahuètes-là, elles vont être mesurables. Oui, alors elles sont tout à fait mesurables, ça fait partie de mon activité de temps en temps de les mesurer. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que tant qu'on ne sait pas sur quel périmètre porte l'engagement, on ne sait pas quelle est l'ambition de l'engagement. C'est juste ça que je suis en train de dire. Vous avez raison. Après, en ce moment, depuis que moi je suis dans cette activité-là, je constate qu'il est en train de se passer un vrai clivage dans le monde des entreprises. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui commencent vraiment à être très sérieuses et parfois de manière très inattendue. Et je vais vous donner un exemple si je peux. Ah mais allez-y. Il vous aura pas échappé qu'un certain nombre de pétroliers européens aujourd'hui demandent une hausse du prix du CO2. Vous avez vu passer ça ou pas? Ah ben bien sûr, c'est même la clé de tout. Il va falloir un prix au carbone. Non mais vous dites, ils sont fous.
Ils vendent du gaz et du pétrole et ils demandent à ce que ça coûte plus cher. Ils sont tombés sur la tête ou quoi? Eh ben, en fait, ils ne sont pas du tout tombés sur la tête. Il se trouve que dans les émissions de CO2, l'énergie la plus émissive, c'est le charbon. Ce qui est en train de se passer en ce moment en Europe, c'est que les centrales à charbon se portent bien et les centrales à gaz qui émettent moins de CO2 par kilowattheure se portent pas bien. La seule manière de renverser l'ordre de mérite, c'est de taxer le CO2, puisque comme il y en a plus dans le charbon, si vous le mettez à un prix suffisamment élevé, à un moment, le gaz redeviendra plus économique que le charbon et repassera devant. Absolument. Or, ce qu'on appelle les pétroliers, il faut savoir qu'en termes de production énergétique, c'est devenu plus des gaziers. La production énergétique de Total est supérieure en gaz à ce qu'elle est en pétrole. Donc le patron de Total n'est pas fou du tout. Il se dit si le prix du CO2 monte, ça favorise mon gaz et ça défavorise le charbon et c'est une très bonne affaire pour moi. Donc, et pour la planète. Et pour la planète. Mais c'est un exemple d'engagement d'une entreprise qui n'est pas fin parce que ça correspond à son objectif. C'est objectivement son intérêt. Alors des entreprises qui ont compris que objectivement elles avaient un truc à gagner dans une lutte résolue contre le changement climatique, il y en a de plus en plus, et ça, Paris ou pas Paris, c'est quelque chose qui... Ça a augmenté depuis Copenhague, ça a augmenté, Copenhague est un échec, en tout cas ça a augmenté, et ça va continuer à augmenter dans un nombre croissant d'entreprises, parce qu'il y en a un nombre croissant qui vont comprendre qu'elles font partie des gagnants. Il y aura des perdants aussi, plein de perdants. Et ceux-là, évidemment, ils vont continuer à faire ce qu'ils peuvent pour pas qu'on s'occupe du problème. Mais juste parce qu'il faut conclure, c'est la société qui va nous permettre d'éviter la catastrophe et pas les responsables politiques? Allez, vous êtes bien placé pour savoir que la démocratie est un système remontant. Donc la démocratie s'occupe sérieusement d'un problème quand il y a un nombre suffisant d'acteurs qui ont dit qu'ils avaient envie qu'on s'occupe du problème. Ouais. Donc à un moment, il faut c'est ce qui est en train de se passer. À un moment, il faut partir de la base. Oui. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Jean-Marc Jancovici, et je cite à nouveau votre cabinet d'analyse, Carbone 4 sur BFM Business ce matin.